3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. À vos côtés, Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Merci à Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. Je commence avec les marchés, c'est la promesse de Smart Bourse, l'émission à l'écoute des marchés. On écoutera bien sûr les économistes sur les enjeux macroéconomiques. C'est une partie importante, fondamentale aussi pour les marchés. Mais je veux mettre les marchés en avant, Valérie, parce que quand on essaye d'écouter les marchés nous disent des choses, et nous disent pas mal de choses depuis 3-4 mois, quand on regarde notamment ce rallye européen, ce rallye de l'Asie également, qui marque la tendance par rapport à des marchés américains qui sont peut-être plus médiocres, on va dire, sur cette période. Comment est-ce que vous analysez la situation à ce stade? Parce qu'on parle encore de performances conséquentes, 20-25% de hausse, 50% de hausse sur les actions chinoises selon certains indices en quelques mois seulement. Et donc évidemment, on a un peu le tournis. Oui, le tournis, un peu le vertige, on se sent un peu trop enivré. Pourquoi est-ce que ça va continuer? Vous vendez la peau de l'ours. Vous l'écrivez tous les jours, Valérie. Enfin, la peau du taureau, vous l'écrivez tous les jours. Ça va continuer, c'est le risque principal. Celui que ça continue. Bon, j'avais prévu de vous dire la première chose. Ce qui est simple, c'est que ça va monter. Bon, ça c'est la réponse simple et en fait c'est le message principal. Maintenant, le reste, expliquer pourquoi c'est plus difficile. Et c'est plus difficile parce que, en fait, hélas, je sais que je m'adresse à une majorité de gens qui n'ont pas envie d'entendre ce que je vais leur dire et qui donc ne vont pas le comprendre ou vont le rejeter. Alors, trouver les bons mots, c'est pas simple dans ces cas-là. Bon. Je ne peux pas parler la langue que vont parler Nicolas et Christophe, pardon, parce que ce n'est pas la mienne. Je l'ai abandonnée il y a longtemps. Pour moi, ce qui fait les mouvements de marché, c'est l'écart entre les émotions des gens et la succession des nouvelles. C'est les émotions que suscite la succession des nouvelles chez les gens. Et donc, rien ne se comprend en photo, il faut toujours être dans la dynamique. Quelles étaient les attentes et que se passe-t-il? Alors, pour arriver à faire ça, moi, vous savez, j'ai une méthode en 3 temps. Je commence toujours par le très long terme et ça m'aide parce que, en fait, ça me permet de faire des prévisions économiques très simples, mais qui fonctionnent assez bien, en fait. Et pour moi, donc, j'ai un cycle économique sur la production industrielle américaine qui ne fait pas exactement pareil que le PIB, mais ça me donne les indications dont j'ai besoin. Ce cycle économique, en fait, au cours de l'année 2023, je voyais, déjà à partir de mi-2022, je voyais que il n'y avait pas énormément de potentiel d'effondrement de l'économie américaine. C'était, et c'est ce qui va se poursuivre en 2023, jusque potentiellement à peu près en fin d'année, où ça c'est la période de vulnérabilité du cycle de l'économie américaine. Mais donc on a encore quelques mois là où l'économie américaine, elle va être entre deux eaux. Alors, quand on a ce premier élément qui me disait, il ne faut pas paniquer, mais bien sûr, il ne faut pas s'enthousiasmer non plus. À côté de ça, j'ai un cycle de l'inflation. Ce cycle de l'inflation, en fait, si on n'avait pas eu la guerre en Ukraine, il aurait sans doute baissé un petit peu plus tôt. Donc, il fallait juste être un peu plus patient, mais il devait ralentir. Ah ouais. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que l'inflation va disparaître, repasser sous 2% dans 2 ans ou 2,5 ou etc. On ne revient pas à l'état antérieur. Ouais, on ne revient pas du tout à l'état antérieur tant qu'on n'a pas tant qu'on n'est pas bien reparti dans un cycle inflationniste. En fait, jusqu'en 2027 à peu près, on est quand même dans un cycle 2020-2027. C'est une partie de hausse de l'inflation sur les marchés aux États-Unis. Mais là, on a une période pendant laquelle ça va se stabiliser avant de repartir. Je ne sais pas très bien jusqu'où, mais donc je savais que j'avais une amélioration tendance de rythme. Bon. Donc ça, c'était forcément un soulagement. Énorme. Parce que, quoi que disent les banques centrales,
quoi que disent les banques centrales, les investisseurs, vous pouvez le constater, ils envisagent déjà que les banques centrales fassent autre chose que ce qu'elles disent. Parce qu'en fait, tout le monde a compris que cette inflation-là, elle allait se calmer, parce qu'il y a plein de choses qui nécessairement devaient se détendre. Et qu'en 2023, on va attendre de voir justement jusqu'où ça se calme. Et donc, si les tensions sur les salaires repartent, se poursuivent, etc., ou pas, c'est la question. Donc là aussi, j'avais ce créneau où en fait, les mauvaises nouvelles allaient cesser de s'accumuler. Bon, ça c'était la première chose. Ça c'est mon cadre économique. Derrière, j'ai un cadre d'analyse du sentiment. Et en fait, l'analyse du sentiment, qu'est-ce que vous voulez ? Ça a été un cas d'école ? Ah ouais, c'est un cas d'école. Mais enfin, pas si simple que ça. Pas si simple que ça, parce que sur les marchés américains, ils ont été très difficiles à lire, parce qu'on a cette importance des valeurs technologiques sur les marchés américains, et qu'il y a énormément d'arbitrages qui sont faits, bien entendu, entre le Nasdaq et le S&P 500. Et donc, ça rend les positions sur les marchés dérivés difficiles à lire, et donc les gens qui essayent d'agréger tout ça, ils avaient du mal à y voir clair, et on avait navigué dans le gris. Mais enfin, en tout cas, le sentiment, moi, pour mes indicateurs, il était extrêmement pessimiste. Donc, j'ai un risque que les gens soient pris à contre-pied par l'économie. Pas un contre-pied majeur, parce que la récession, elle est au bout de l'année, a priori. Enfin, en tout cas, le ralentissement est au bout de l'année. Avec un sentiment qui est extrêmement pessimiste, et avec des indices qui, en Europe, en fait, n'arrivait pas à baisser. Bon, tout ça, c'est super haussier. Alors maintenant, bien entendu, est-ce qu'il faut encore acheter ? Oui. Parce que, oui. C'est oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut encore acheter ? D'abord parce que quand je regarde la façon dont les positions ont évolué au cours des 15 derniers jours sur les options en Europe, eh bien, le marché a à peine fait un plat. Les gens se sont rués sur les options de vente. Bon, donc, ça... On se couvre. Ils sont couverts. Tout le monde est persuadé que ça va repartir à la baisse. Ouais. Alors, il y en a qui pensent que ça va repartir à la baisse profondément. Il y en a qui pensent que ça va repartir à la baisse pour 5%. Les points bas sont devant nous. On entend encore ce genre de discours. Il y a toujours un point bas devant nous. Mais en fait, il faut savoir lequel et si d'abord on monte beaucoup plus ou pas. Enfin, c'est bien le problème. Donc, précisons, on va d'abord aller faire des nouveaux sommets en Europe avant d'aller chercher des points bas qui sont en dessous des points bas qu'on a connus l'année dernière. Voilà. D'accord. Si on y Mais va, comme on est déjà quasiment au sommet, c'est quoi des nouveaux sommets en Europe ? Alors, écoutez, ça, il faut accepter qu'on ne connaît pas le futur. D'accord. Pour moi, il y a un signal d'achat à un moment donné. Un signal d'achat, ce n'est pas parce qu'on franchit un niveau, c'est parce qu'on a la conjonction des indicateurs que je vous ai précisés et que donc le niveau de risque est bas. Voilà. Donc, quand le niveau de risque est bas, on achète. Et après, on attend. Et voilà. Et là, pour le moment, j'ai toujours un marché qui n'est pas euphorique. L'état psychologique du marché, c'est la frustration actuellement. Et la frustration, c'est la continuation de la tendance en cours. D'accord. Voilà. Moi, je laisse la parole. Non, attends, 2 secondes, Valérie, ils vont avoir la parole. Dans la continuation de la tendance en cours, c'est continuation de la surperformance de l'Europe par rapport au marché américain. Ce qu'on a vu cette semaine, c'est le rattrapage du Nasdaq. Oui. Alors là, on a un petit créneau, mais de court terme, pour que les États-Unis peut-être fassent un petit peu mieux pendant un petit moment. Mais c'est plutôt du court terme. En fait, mais là, la tendance lourde, c'est la surperformance de l'Europe. Ouais, la tendance lourde, c'est la surperformance de l'Europe. Ouais. Je sais que vous le dites depuis un moment, mais ça fait toujours du bien de le réentendre. Ouais, c'est bon. Tout ça, c'est très difficile parce que on ne connaît pas encore les raisons lourdes qui vont le justifier. Mais si, il n'y a pas eu de crash économique déjà. Ouais, mais la liste des points négatifs. C'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe. Cette liste, elle est gravée sur le mur de tous les stratégistes, on la connaît. La liste des risques en Europe. Moi, je la regarde plus, mais en fait, en termes de dynamique, le truc qui prévaut et qu'il faut garder en tête, c'est que le cycle de l'inflation a été modifié et qu'avec ce cycle de l'inflation, en fait, entre deux zones économiques qui se tirent la bourre, l'Europe et les États-Unis, il n'y a pas énormément de variations tendancielles. Eh bien, entre ces deux zones-là, l'inflation, c'est-à-dire la monnaie, c'est ce qui va faire l'évolution des marchés financiers.
D'accord. Donc, et tout se retourne le change quand, devise. avec le change, il y a plein de réflexes qu'il faut retourner, de rotation sectorielle, de value, growth, etc. Et donc le mouvement que vous décrivez sur les marchés actions va s'accompagner d'un mouvement de réappréciation de l'euro, ou plutôt de baisse du dollar et de réappréciation de certaines devises face au dollar. Bon, venons-en à la conjoncture macroéconomique, Christophe. Est-ce que l'économie américaine est déjà en récession ? Est-ce qu'on parle d'une économie pré-récessionniste ? Quand on regarde la consommation ou l'emploi, on se dit non. Quand on regarde la courbe des taux et l'immobilier, on se dit si, ça arrive. En fait, la question pour 2023, c'est quelle sera l'ampleur de la contagion du marché immobilier à l'ensemble de l'économie et quelle en sera sa vitesse. L'idée, les derniers développements, c'est surtout, je pense, le point central, c'est ce qui se passe en Chine. Et c'est difficile d'imaginer une récession mondiale et même un gros ralentissement très marqué partout dans tous les pays développés quand on a une croissance chinoise qui est sur le point de quasiment doubler d'une année à une autre. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, l'énorme changement qui s'est fait en quasiment 3 semaines, un mois. On passe d'un monde où c'est zéro Covid, zéro contact à il faut l'immunité avant le week-end dernier parce que c'est le nouvel an chinois. Donc ça, je pense que c'est un énorme game changer pour les marchés et pour la macro mondiale. Donc potentiellement un facteur de soutien pour la croissance mondiale et donc par dérivé pour les États-Unis. Après, sur les États-Unis, la difficulté, c'est que si on prend n'importe quel modèle en utilisant des variables financières, c'est 100%, entre 80 et 100% de récession sur une fenêtre entre T2 et T4. Bon, on ne sait jamais quand, mais voilà ce que ça indique. On prend des variables économiques, tout ce qui est leading indicator, peu importe la combinaison des choses, même signal. Maintenant, c'est plus, pareil, l'amplitude sur le marché de l'emploi, qui est quand même extrêmement résilient. Donc, si récession il y a, on peut se dire que ce sera peut-être un peu plus tard que prévu, que l'ampleur sera un peu moindre que prévu, et puis après, on repart en 2024 sur un cycle où potentiellement on a une politique monétaire qui est un peu plus accommodante que sur 2023, et une politique fiscale qui, comme par hasard sur une année d'élection, on est censé avoir de la dépense publique. Après, il peut y avoir plein d'aléas. Mais c'est un petit peu les développements. Après, le cas de la récession, en fait, c'est vraiment, historiquement, quand le marché immobilier baisse autant qu'il a baissé en termes de volume de transactions, en termes de prix qui commencent à chuter. Partant de 2 années qui ont été exceptionnelles quand même pour les actifs immobiliers. Enfin, je sais que le mouvement de baisse est spectaculaire, mais il est proportionnel à ce qu'on a vu aussi auparavant. Sur les prix, entre mars 2020 et juin 2022, selon les indices, ça a pris entre 35 et 40%. Donc ça baisse de 10. Historiquement, c'est pas vraiment choquant. Après, les États-Unis ont une particularité, c'est qu'ils sont beaucoup plus leveragés sur toute la partie crédit et on a vraiment une grosse détérioration des conditions financières T3 à T4, plus la hausse des taux. Généralement, c'est assez lent, c'est 4 trimestres pour se retrouver vraiment dans la croissance du crédit réel, ce qui donnerait une pression plutôt deuxième partie de l'année prochaine. Maintenant, en cas d'accident, on sent qu'on revient sur une croissance, je dirais... si on se focalise consommation, investissement, qu'on enlève les effets de stock et les exportations, on sent qu'on est beaucoup plus fragile maintenant, et on le voit surtout sur la consommation des ménages fin d'année, on sent que c'est beaucoup plus fragile. Donc ça peut être vulnérable à un choc. Mais la réalité, c'est que le monde en un mois a complètement changé. La Chine, j'en ai parlé, mais l'Europe aussi, c'est un changement de paradigme avec les prix de l'énergie. Donc ça fait... Je pense que le marché reflète plus le fait d'écarter des scénarios horribles sur l'Europe et sur la Chine. Vos prévisions sont jugées par vos pairs parmi les plus accurate du monde, Christophe. Est-ce que vous pensez que vous allez revoir à la hausse au fur et à mesure de cette année 2023 un certain nombre de vos prévisions de croissance, par exemple ? Sur la Chine, on a revu tout de suite, puisqu'on était à 2% sur la croissance mondiale, et on est arrivé à 2,3% tout de suite par effet d'entraînement, puisqu'il y a un décalage sur l'Europe, et que sur l'Europe aussi, la réalité, c'est que tout le monde pensait, y compris moi, qu'on allait avoir un T4 négatif, et voire bien négatif, et potentiellement, il sera à 0, et le T1 ne sera pas si horrible que ça. Non. Donc sur l'Europe déjà, et puis les effets de base positifs et la résilience des 3 premiers trimestres partout étaient beaucoup plus robustes
qu'attendu. Donc, En anticipé. mécaniquement, ça donne, même si on a une récession aux États-Unis, on peut avoir un chiffre ça réajuste les niveaux 2023 qui sera Oui, bien positif sur l'acquis de croissance. On aura les premières estimations de PIB zone euro la semaine prochaine, mais on sait déjà que la croissance de la zone euro aura été meilleure que la croissance américaine cette année. Ouais, si on prend la moyenne annuelle, on sera à 3,5 sur l'Europe, oui. sur les États-Unis. Alors c'est la dynamique dont on parlait. En niveau, les États-Unis sont bien au-dessus de nous, bien sûr, mais quand même. Je veux dire, c'était pas un pari facile à faire il y a encore quelques mois. Très clairement. Ouais. Nicolas, ça nous amène à parler évidemment des banques centrales. Alors, il y aura une énorme semaine la semaine prochaine. J'ai regardé l'agenda très chargé. De la macro, on aura les PIB T4 zone euro, les premières estimations d'inflation pour le mois de janvier. Et au milieu de tout ça, les réunions banques centrales, Fed, Banque d'Angleterre et BCE. Si on reste sur la partie américaine, à qui se fier effectivement entre la rhétorique de la Réserve fédérale américaine, la rhétorique moyenne ou médiane du FOMC aujourd'hui, qui est toujours sur l'idée qu'il faut encore un peu monter les taux et surtout les maintenir à un niveau restrictif pendant un certain temps, et le marché obligataire, comme on le rappelait, qui nous dit non, vous verrez, mesdames et messieurs de la Fed, à partir du mois de juin ou du mois de juillet, vous serez en position de commencer à baisser vos taux, et pas juste une ou deux fois. On parle de 200 points de base de baisse de taux à fin 2024, anticipé par le marché obligataire. Ouais, je pense que le discours de la Fed, il a déjà un peu changé. La semaine dernière, en fait, on avait deux discours qui étaient... donc c'était jeudi et vendredi dernier. On avait Lael Brainard qui a parlé en premier et le lendemain, Christopher Waller. Et c'est intéressant parce que c'est deux têtes très importantes dans le board, quasiment les deux leaders en termes techniques, économiques au sein du board. Et Brainard est la plus dove, donc c'est un peu comme si on avait une Italienne et un Allemand qui étaient présents et qui parlaient du jour l'un après l'autre. Et ce qui était très intéressant dans les discours, c'est qu'en fait, ils étaient construits de la même façon, avec les mêmes arguments, les mêmes indices et les mêmes moyens de mesurer les indices. Et avec un Waller qui terminait son discours en disant que lui, il voulait aller à 25 points de base, donc qui était en fait la rhétorique la plus faible qu'on avait ces derniers temps. Donc on confirmait en fait, qu'on allait arriver au niveau le plus bas qui était attendu, tout en disant, c'est peut-être la différence avec les Allemands, c'est qu'ils disaient qu'ils ne voulaient pas faire arrêter l'économie américaine non plus. C'est-à-dire que ce qu'on avait entendu par exemple en Europe sur la récession et la solution qui avait été prononcée par Nagel de la Bundesbank, c'est quelque chose qui n'existe pas aux États-Unis. C'est-à-dire que et quand on regarde les indicateurs qui ont été signalés, on voyait la production industrielle qui était montrée à la baisse, on voyait le revenu disponible des ménages qui n'était pas forcément satisfaisant, la baisse de la consommation qui commence à être actée au sein des États-Unis. Ça veut dire que je pense que les voyants croissants sont en train de s'allumer au sein de la Fed et qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre tout dans le rouge, et que donc ils vont être particulièrement attentifs à la situation. La partie du mandat croissance est en train de ressurgir. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a parlé pendant 2022, on a parlé que d'inflation, on se moquait de la croissance. Maintenant, on est en train de faire attention à la croissance. Les chiffres de la croissance qui ont été publiés hier, je pense aussi un signal un petit peu peut-être amer aussi par la Fed, parce qu'il y a certains indicateurs qui ne sont pas forcément très favorables pour la suite non plus. Le chiffre d'aujourd'hui n'est pas très bon non plus. Ensuite, évidemment, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a une inflation qui est en train de baisser de façon très impressionnante. Si on regarde le CPI américain, sur le premier semestre 2022, on est à 11%. Sur le deuxième semestre, on est à 1,90%. Donc, on va dire on est quasiment revenu à ça. Oui. Bon, ça, c'est avec l'énergie et l'alimentation, évidemment, donc je triche un peu. Mais sur tous les indicateurs, il y a quand même pas mal de choses qui sont vraiment très rassurantes. Et quand on regarde le PCE Core aujourd'hui en 3 mois annualisés, on est à 2,9% et 2,1% sur le PCE. Et ce qu'avait dit Jérôme Powell en septembre, c'est qu'il voulait avoir des taux qui soient au-dessus du PCE Core en tendance. Alors les taux aujourd'hui sont bien au-dessus de ce niveau-là. Et donc ce qui devrait pouvoir les calmer et effectivement arriver au scénario qu'on avait déjà évoqué, c'est qu'on n'arrive pas au niveau qui était anticipé sur les taux, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas entre 5 et 5,25. Peut-être qu'on va s'arrêter avant et de faire un petit peu comme ce qu'a annoncé cette semaine la Banque du Canada. C'est-à-dire qu'on a relevé de 25 points et peut-être qu'on va se dire, on va regarder un peu ce qui suit. C'est peut-être la dernière, la semaine prochaine, là ? Je pense que c'est pas impossible. Je les verrais plutôt encore en faire une, peut-être derrière, mais je me dis que maintenant... Parce que, pourquoi pas ? Ils l'ont tellement annoncé, mais ça dépendra des publications. On a aussi, mardi, on allait aussi, donc les salaires, et ça c'est très important pour eux, qui vont sortir, de voir si effectivement ils constatent cette décélération-là. Il y a eu aussi des choses qui étaient importantes, qui ont été publiées cette semaine, notamment par le BLS, sur les chiffres de l'emploi américain. Et donc, sur le deuxième semestre, finalement, on devrait avoir 1 million de moins d'emplois créés au deuxième semestre
semestre par rapport à ce qui était prévu initialement. Ce qui veut dire que en fait, ça, c'est des révisions qui vont avoir lieu. C'est des révisions qui pourraient D'accord. avoir lieu pour la suite, donc de voir que c'est pas aussi tendu que ça, et ce qui permet un petit peu de calmer des choses et de regarder un petit peu les indices de salaire en se disant que finalement on n'est pas dans une situation absolument dramatique. Et surtout, avec la publication du PCE aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est quand on voit les prévisions de la Fed qui ont été publiées en décembre, c'est pas si vieux que ça. On est déjà en dessous, aussi bien sur le PCE que sur le PCE Core, pour l'année 2022. Donc on part de plus bas pour arriver sur 2023, et donc c'est évidemment favorable pour la Fed. Elle n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça, et elle va pouvoir enfin recommencer à avoir peut-être un discours pro-emploi, pro-croissance, ce qu'elle avait un peu oublié depuis un an. Et qui pourrait justifier des baisses de taux, parce que arrêter de monter les taux, c'est une chose. Signaler qu'on va commencer à les baisser, et pas juste une fois, encore une fois, qu'on peut entamer un cycle de baisse de taux. Ah, ça c'est aussi la magie du marché. Qu'est-ce qui pourrait forcer la main des banques centrales à agir comme le marché l'entend aujourd'hui, avec encore une fois une persistance de cette anticipation qui est spectaculaire. Ça fait des mois que ce pricing est dans le marché. C'est comme ça. Enfin, elles jouent avec les anticipations. Les banques centrales, il y a encore 2 ans, elles avaient dit qu'elles ne montreraient pas les taux avant 2023. Donc, elles ont le droit de changer d'avis, elles ont le droit de s'ajuster à la réalité. D'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Et en fait, ce qui est confortable pour eux, c'est que le marché a déjà baissé les taux. Donc, le marché l'a déjà retranscrit, donc en partie c'est déjà fait. Évidemment, elle a besoin d'avoir un discours qui permet aussi aux décideurs économiques et au marché effectivement d'anticiper réellement la situation pour pouvoir faire des prévisions pour la suite. Mais les choses sont assez favorables. Je voulais juste revenir aussi sur ce que vous disiez sur la comparaison entre Europe et États-Unis. Il y a quand même une différence qui est quand même assez fondamentale, c'est effectivement donc par rapport au niveau de croissance, c'est que les États-Unis sont, si on regarde la demande intérieure, la demande domestique américaine, on est 7% au-dessus du niveau de 2019. En Europe, on est à moins 1% par rapport à 2019 sur la demande domestique. Donc c'est très très différent. On est en train justement d'arriver à ressortir doucement la tête de l'eau par rapport à ce qu'on a été en 2019, alors que les États-Unis sont déjà bien avancés. Si je regarde le PIB nominal américain, on est au niveau qu'on aurait pu attendre le premier trimestre 2025. On a 2 ans d'avance. Oui, effectivement, ça marque quand même l'écart entre... Oui, ils ont 2 ans d'avance. Le niveau de rattrapage qu'a pu avoir cette économie américaine après le choc de 2020. Si je reviens au marché, un des trucs qu'on a du mal à imaginer, Valérie, et pourtant vous l'avez confirmé, c'est que les marchés américains ne soient plus un marché leader. C'est-à-dire, pourtant, c'est comme ça qu'on a vécu pendant 10 ans, et c'est vrai que de voir l'Europe surperformer ce marché américain qui est le marché leader de toute une génération d'investisseurs depuis 10 ans, j'ai l'impression que ça accroît encore justement le doute qu'il peut y avoir dans ce mouvement de marché. 10 ans, c'est 14. Bon, voilà. Donc oui, c'est une petite génération, effectivement. Il faut... c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à l'histoire longue sur les marchés financiers, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est comme... qu'est-ce que vous voulez pendant des années, on nous a dit « l'économie allemande, c'est extraordinaire, ça marche très très bien, les marchés boursiers aussi. » Non, en fait. Les excédents, pouf. Il s'est passé plein de choses. Oui, bien sûr. On ne peut pas savoir. En fait... Moi, je ne pense pas que ce soit une question de nouvelles. Je pense que ça joue un peu, mais on oublie toujours le facteur humain dans la prise de décision parce que ça n'entre pas dans les modèles et pourtant, c'est ce qui fait réellement que... tout à l'heure, j'y pensais, Christophe, pendant que tu parlais, je me disais, dans les modèles, 80 à 100% de chances de récession, bien entendu, un modèle qui donne 100% de chance, en fait, sur les marchés financiers, on sait très bien qu'il faut le jeter, normalement. En économie, c'est autre chose, c'est pas les marchés financiers, mais en marché financier, les gens qui étaient là en 2008 le savent, que tous les modèles qui donnent 100% de chance, surtout, on les suit pas. Mais bon, parce qu'il n'y a pas ce facteur humain. Voilà. Moi, c'est ce que je vous dis parce que c'est là-dessus que je travaille. Mais ce facteur humain, il est prépondérant et depuis que... C'est intéressant parce que dans des marchés algorithmés comme aujourd'hui où on nous met de l'intelligence artificielle et en fait non. Ça donne de la vitesse au marché à très court terme. Il y a beaucoup de gérants qui se désespèrent justement de la disparition du facteur humain dans la gestion et dans les marchés. Hein. Oui. Non mais tactiquement, on est obligé de s'adapter sur la façon dont
la vitesse à laquelle il faut prendre les décisions, etc. Mais sur le sens des prix, ça ne change pas. Ça change la façon dont on balaye, etc. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on a des algorithmes en allocation d'actifs. Donc, par exemple, le phénomène du mois de décembre, sur la fin du mois de décembre, où les prix des bourses sont restés aussi écrasés pendant une semaine, au moment on a perdu 4-5%, oui, c'est ça. Au moment où d'habitude on a le rallye de fin d'année, ça typiquement c'est un phénomène algorithmique. D'accord. Enfin, moi je pense que c'est des hedge funds qui ont acheté. Les esprits animaux humains normalement constitués, achètent à cette période-là de l'année. Oui. Ouais. Bon, voilà. Mais là-dessus, je pense qu'il y a des phénomènes de foule qui déclenchent des signaux qui ne devraient pas avoir lieu. Voilà. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Et on était parti des... La surperformance de l'Europe, toujours. Hein. Oui, non, mais voilà, c'est encore... C'est cyclique. C'est France-Allemagne, Europe-États-Unis, c'est cyclique. Et en fait, l'euro qui monte, c'est un flux qui nous indique que les investisseurs ont plutôt envie de venir en Europe. Deuxième semaine consécutive de collecte sur les fonds actions européennes pour la première fois après 48 semaines consécutives de décollecte. On a collecté un peu plus de 3 milliards selon les données Bank of America, Merrill Lynch, EPFR Global qui sont publiées chaque semaine. C'est peut-être juste le début, effectivement, d'un retour de flux après 48 semaines de décollecte sur les actions européennes. Juste encore les petites questions sur les États-Unis. Christophe, le sujet du debt ceiling, du plafond de la dette, qui revient comme régulièrement. Est-ce que c'est business as usual et à ce moment-là, on passe? Ou est-ce que, je sais pas, dans le contexte actuel, est-ce que c'est un risque qui peut apporter de la perturbation dans les marchés? C'est un petit risque, mais il y en a des bien plus importants que ça. Et puis, les États-Unis sont relativement pragmatiques sur le business. Puis, commence à y avoir des articles comme quoi ils pourraient le décaler jusqu'en septembre déjà. Donc, je ne pense pas que ce soit un vrai problème, mais voilà, ce serait bien qu'on passe quand même derrière assez vite. On verra. Hein, le théâtre politique est toujours un peu compliqué autour de ce sujet du plafond de la dette. Je ne sais pas s'il y a un commentaire là-dessus, Nicolas. Il y a aussi des mouvements peut-être à prévoir au sein de la Réserve fédérale américaine, pas neutre, puisqu'on parle d'un potentiel départ de Lael Brainard pour la Maison-Blanche. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc c'est économiste, vice-présidente de la Fed aujourd'hui. Oui, c'est ça, et qui était déjà pressenti lors de l'arrivée de Biden au pouvoir, qui pouvait être secrétaire au Trésor à ce moment-là. En fait, Janet Yellen y avait été préférée. Et en fait, oui, il y a un grand remaniement autour de Biden, et même les hommes les plus importants du dispositif. Il y a Ronald Klein qui est le Chief of Staff et qui a été appelé souvent le vrai président des États-Unis, en fait, qui a vraiment mené... toutes les réformes qui ont été mises en place, le plan Biden, le plan infrastructure, le plan l'IRA qui a été mis en place récemment, il a été le père de tout ça. C'est l'architecte de tout ça. Ouais, vraiment, véritablement, et c'est même avec lui que tous les sénateurs discutaient, c'est lui qui a fait les négociations avec le Congrès. Donc c'est un homme essentiel du dispositif américain, et son acolyte, on va dire Brian Deese, qui est donc le conseiller économique de Biden, et même chose, très important, et donc ils vont partir tous les deux, et pour le coup, je vais quand même saluer, ils ont été, comme je pense, les artisans de la plus forte reprise économique de l'histoire. Donc c'est quand même plutôt pas mal, suite à ce qui a été fait aussi pendant la période Trump, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc ces deux personnes-là vont être remplacées. Je pense qu'il y a une inquiétude, notamment chez les démocrates, parce que Ronald Klein part, et donc le potentiel remplaçant pourrait être quelqu'un qui est vu comme étant plus centriste, donc on va dire plus enclin à faire un peu plus de serrage de vis en termes budgétaires. Et c'est pour cela, sans doute, qu'ils vont aller chercher Lael Brainard, qui est un poids lourd, on va dire, chez les démocrates aussi, pour la faire venir, pour, on va dire, satisfaire aussi politiquement le côté plus progressiste et volonté de relance pour la mettre en premier conseil économique de Biden. Mais évidemment, s'ils font ça, ils font perdre un poids lourd aussi au sein de la Fed, qui, à mon avis, c'est pas forcément difficile à remplacer en termes techniques, parce qu'il y a des gens qui sont évidemment très bien, qui peuvent avoir une même vision, en tout cas, que celle de Lael Brainard. Par contre, elle a un poids important parce qu'elle est là depuis longtemps, un pouvoir de conviction qui est aussi assez lourd, et que donc ça va pas se faire comme ça. Mais bon, c'est effectivement à suivre, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a un signal entre la période vraiment politique de Biden, de relance qui est en train de s'achever, et de voir maintenant avec une période d'incertitude qui s'ouvre, avec quel va être le nouveau Biden, avec en toile de fond la nouvelle mandature. La nouvelle mandature, bien sûr. La préparation des prochaines élections. Oui. Voilà. Il ne va pas s'arrêter là. Sur la zone euro, peut-être quelques commentaires là aussi sur la conjoncture.
Jusqu'où on peut être surpris positivement encore, Christophe? Je dirais que l'incertitude qu'on peut avoir sur la zone euro, elle tient de facteurs externes. Donc le premier, c'est température pour février, parce que c'est normalement le pic de consommation d'énergie. Donc ça peut avoir un impact assez important sur les prix. Le deuxième, c'est la capacité d'EDF à redémarrer les réacteurs. Donc ça, bien malin, celui qui peut dire ce qui va se passer. Ça remonte quand même. Ça remonte, mais on décale. En ce moment, on est plutôt dans un peu plus poussif que ce qu'on aurait voulu. Le prix de l'électricité a été divisé par 10 en France. C'était 1500 euros le kilowattheure en avril. On est à 150 aujourd'hui. Bien sûr. Après, on a eu les températures qui ont beaucoup aidé. Et le troisième facteur sur l'Europe, c'est qu'est-ce qui se passe en géopolitique aussi. Et là, pareil. Donc, la difficulté sur l'Europe, c'est sûrement la zone où c'est plus difficile de faire une prévision parce que c'est 3 aléas qui sont difficilement maîtrisable. Mais si on reste à paramètres constants, on n'aura que des révisions à la hausse. Parce que je pense que beaucoup de choses négatives ont été prises en compte. Il y avait quand même des économistes qui anticipaient -3 pour l'année 2023. Donc ces gens-là sont revenus à -1. Alors que là, aujourd'hui... Alors qu'on sera peut-être à plus 0,5. on peut être très clairement positif, parce que ce qui est intéressant de noter aussi, et puis ça c'est le phénomène 2022, c'est la résilience du secteur de l'hospitalité en Europe. On caricature souvent en disant qu'on est un musée, oui, mais le musée a mais c'est 10% de nos PIB, c'est 10-12% de nos économies. Et on a vu un très très fort retour des étrangers. On peut imaginer peut-être que les Chinois reviendront encore plus potentiellement. Donc ça peut être un facteur aussi légèrement positif. Et puis même sur la défense en fait des prix de l'énergie et les mesures qui sont mises en place. Je sais que les médias adorent prendre des cas extrêmes, mais quand on prend les données macro agrégées, même les entreprises de taille moyenne, tout le monde n'a pas renégocié son contrat d'énergie entre octobre personne n'a et payé décembre. 1500 euros le kilowattheure. Donc globalement, on est, si on... En Allemagne, c'est 13 centimes et 7 centimes le kilowattheure plafonné pour les entreprises et les ménages. 13 centimes et 7 centimes le kilowattheure. C'est le prix fixé, régulé en Allemagne aujourd'hui. Donc on est dans une phase où, plutôt surpris à la hausse, et on écarte surtout le scénario extrême négatif. Maintenant, la géopolitique, le reste, personne ne maîtrise réellement, et c'est peut-être là où il y a la plus grosse dispersion de prévision de croissance. Mais le facteur résilience plus nouvelle, acquis de croissance, et inflation qui finalement a baissé assez fort, malgré les reprises, les hausses de prix qui sont passées en janvier sur ce qui est attendu la semaine prochaine, c'est encore soit une stabilisation, soit une légère inflexion à la baisse. Donc on a avec un petit décalage la même chose qu'aux États-Unis. Après, ça va être lent, progressif, mais ça peut être aussi un signal non attendu et positif pour le consommateur au cours du premier semestre. Et donc la BCE devient le premier ennemi de la croissance en zone euro, Nicolas? Oui, c'est pas nouveau. Mais... oui, non, mais vous l'avez encore écrit il y a quelques jours dans les Échos. Je ne fais que vous citer, je ne sais plus où je l'ai écrit. Enfin bon, partant d'une volonté de lutte contre l'inflation, la BCE est en train de conduire une politique de lutte contre la croissance. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a... la BCE a commencé à monter ses taux l'été dernier. À ce moment-là, on avait effectivement des prix de l'énergie qui étaient stratosphériques, ce qui a envoyé évidemment l'ensemble des conjoncturistes à faire des prévisions très négatives pour fin 2022 et début 2023. Et la BCE, elle, a continué à monter ses taux en disant l'inflation va être très forte, tout ça, on va monter les taux. La situation de l'énergie, c'est vraiment, et de façon quand même très surprenante, résorbée de façon assez magistrale, ce qui a permis d'avoir des révisions justement à la hausse. Et en fait, malheureusement, malgré cela et malgré cette baisse de tension qu'on peut avoir sur l'inflation, justement parce que le prix de l'énergie baisse, on voit que le ton de la BCE continue à être même presque à empirer sur sa volonté de monter les taux. Il y a un décalage qui est aussi assez important entre ce qui se passe notamment avec ce qui a été dit avec le Canada, avec les États-Unis, où tout le monde commence à essayer de lever le pied, en se disant aussi... Norges Bank, banque de Norvège, la frontière de la zone
zone euro, hein, beaucoup plus proche que le Canada encore. Hein. C'est ça. Et en fait, et selon les dernières recherches, alors évidemment là il y a une incertitude totale parce qu'en fait on a eu tellement de hausses de taux tellement fortes cette année et historiquement c'est difficile de faire des comparaisons par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais d'essayer de mesurer l'impact que ça peut avoir. Et les dernières estimations, c'est que le pic d'impact d'une hausse de taux a lieu 10 mois après. Bingo, c'est justement ce mois-ci, les États-Unis, en fait, 10 mois après, on est 10 mois après la première hausse de taux américaine. Donc c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à sentir l'impact maximum de tout ça et ça va se diffuser dans le temps. Malheureusement, on voit que donc on a quand même ce petit ralentissement qui commence à prendre aux États-Unis. La croissance en Europe, si annuellement ça va, et quand on regarde ensuite, ça va à peu près, mais on va dire qu'il y a quand même une perte de pouvoir d'achat qui est quand même assez importante chez les Européens. Quand on regarde les salaires européens, c'est moins 5,5% en réel sur la compensation par salarié. Ça ne peut pas être absolument formidable et qu'en fait, on arriverait à une situation où on a un risque de récession qui a été écarté grâce à la baisse des prix de l'énergie et une BCE qui a l'air de vouloir absolument nous plonger quand même dans soit une stagnation ou une récession pour pouvoir lutter contre une inflation qui est en train de disparaître d'elle-même. Et donc c'est un petit peu compliqué d'avaler ce genre de choses, et ce genre de discours. Et quand on regarde effectivement les prévisions d'inflation qui ont été faites par la BCE en décembre dernier, ils prévoyaient 6,3% pour 2023, avec des projections qui tiennent en compte notamment des prix de l'énergie qui sont très élevés, notamment si je regarde le prix du gaz. Le modèle BCE indiqué pour 2023 une moyenne à 128 € le mégawattheure, on est à 60 aujourd'hui. Pour le prix de l'électricité, vous l'avez dit, c'est-à-dire que les prix ont été radicalement revus à la baisse, sont beaucoup plus bas qu'ils ne sont dans leurs prévisions. Et malgré cela, le discours des banquiers centraux est de c'est pas grave, en fait, malgré cette baisse de l'inflation, et on sait que ça va baisser, on va continuer à faire la même chose. Donc on espère que politiquement, il va y avoir une pression suffisante auprès des gouverneurs de la BCE, ou que certains gouverneurs de la BCE se réveillent, ce qui est arrivé la semaine dernière avec Fabio Panetta, qui a commencé un peu à taper dans le tas, justement en critiquant même son staff et les prévisions qui ont été faites pour l'inflation. Et évidemment que ces voix-là portent suffisamment pour calmer les ardeurs de ceux qui veulent absolument monter les taux pour se faire plaisir. Le prochain set de prévisions, c'est pas la semaine prochaine, hein, c'est mars. C'est en mars. Donc c'est la réunion suivante encore. C'est ça. Pour la Banque Centrale Européenne. Bon, on suivra ça, on attend quand même 50 points de base, hein, c'est ça Alors, oui, à moins qu'une révolte se mette en place, mais ça va être une séquence importante. On va avoir le mercredi matin à 11h, on a la publication des chiffres de l'inflation. Le mercredi soir, on a la Fed qui va sans doute annoncer 25 points de base. On a la Banque Centrale, les Anglais, le lendemain, juste avant la BCE. Et si malgré tout ça, la BCE fait 50 points de base, je pense qu'il y aura vraiment le début d'un problème assez manifeste. Bon, ça va être une énorme semaine, hein, parce qu'en plus, au milieu de tout ça, les GAFAM vont publier mercredi et jeudi, donc on ne va pas s'ennuyer. Oui, Valérie. Non, je ne sais pas sur les considérations autour de l'Europe, de la BCE. Parce qu'en même temps, pour un chef d'entreprise, ce type d'attitude de la part de la Banque centrale, il n'y a pas forcément que du mauvais à prendre. On peut aussi se dire que... c'est une forte confiance de la Banque centrale d'amener l'économie à un niveau vraiment tangent et que eux, il faut qu'ils en profitent pour investir maintenant parce que les taux vont continuer à monter. Ce qu'ils ont entre les mains, c'est quand même une demande, si je crois ce que je lis, je lis pas tout, je suis pas exhaustive, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à parler d'une demande qui ne les inquiète absolument pas, de carnets de commandes qui sont très remplis, ou au contraire, ils sont en train de livrer et ils croisent les doigts pour pouvoir bien continuer à livrer, etc. Donc c'est plutôt quelque chose, je trouve que c'est pas si évident quand on reprojette l'environnement macroéconomique au niveau microéconomique d'un chef d'entreprise qui doit gérer ses décisions pour l'année. Qu'est-ce qu'il fait dans son entreprise? Est-ce qu'il licencie? Est-ce qu'il embauche? Est-ce qu'il investit? À quel niveau est-ce qu'il situe ses stocks? Les grosses décisions, c'est pas forcément très très noir. C'est très délicat. Une publication cette semaine de l'INSEE sur l'enquête auprès des entreprises, et je trouve que c'était important parce que ce que peut faire, lorsque la BCE monte ses taux, pour moi le gros problème c'est vraiment sur le long terme, c'est qu'on va dire qu'elle va freiner la demande future et donc du coup l'envie des entreprises d'investir dans des nouvelles capacités de production qui sont elles-mêmes capables d'absorber l'inflation. Et quand on regarde ce qui a été publié cette semaine, la volonté d'investir dans des capacités de production futures, elle est au plus bas de la série totale qui commence au début des années 2000. Quand on regarde les raisons pour ça,
En fait, dans le détail, en fait, la principale raison, il y a évidemment ce qui se passe sur l'énergie, mais il y a aussi les conditions financières. Et la même chose, on est au plus bas depuis plus de 20 ans. Mais quand c'est au plus bas, c'est le moment où ça change. Disons Moi, c'est depuis 30 ans, c'est quand même... Mais ça se passe en 2 trimestres. En tout cas, on voit que la volonté des entreprises d'investir dans les capacités de production futures, ce qui permettrait, on va dire, d'augmenter la capacité de potentiel de croissance européen, qui commençait à évoluer favorablement justement pendant la période Covid, justement parce qu'il y avait un changement d'attitude, je pense, des autorités à soutenir un peu plus la croissance, est en train d'être détruite, et je trouve ça parfaitement dommage. Oui. Dans quelle mesure la résilience qu'on observe de l'économie européenne peut supporter encore un choc de taux tel que signalé par la BCE? Je rappelle qu'en décembre, dernière expression de Lagarde, à l'issue en tout cas d'un conseil des gouverneurs, c'était 2 fois 50 et peut-être une 3e fois 50 si besoin. Multiple times. Plus la réduction du bilan. Parce que c'est quand même ça aussi, je pense, un des gros paramètres, et où il y a un point d'incertitude. L'impact de la réduction du bilan sur l'évolution des obligations, je pense que ce sera un gros paramètre pour la suite. Si on sent que il y a un décalage des taux d'intérêt européens par rapport aux taux d'intérêt US, là, sur les hausses de taux, peut-être que ça les forcera aussi à tempérer et à lever un petit peu le pied. Maintenant, la difficulté pour eux, ça reste quand même l'évolution des prix. On a des bonnes nouvelles, mais pareil, il peut y avoir des facteurs externes qui changent un petit peu la donne. Donc, ceux qu'on a cités sur l'Europe, plus le quid, à mon avis, le vrai quid pour tout le monde, c'est à partir du T2, quel est l'impact du redémarrage chinois sur l'ensemble de la planète. Ouais. Et surtout, prix de l'énergie. Si c'est le consommateur chinois, c'est pas, ils vont pas se mettre à construire des dizaines d'autoroutes et de ronds-points en plus. J'ai pas l'impression que ce soit la stratégie qui conduise. Pourtant, c'est déjà un peu le cas depuis un moment. Oui, je sais. Mais ils vont pas en rythme d'accélération. Mais là, le simple phénomène de réouverture donne un tel soulagement à la consommation que. Est-ce qu'il y a besoin d'en faire beaucoup plus, quoi? Normalement, non. Mais ils sont déjà partis sur une trajectoire en faisant pas grand-chose en réouvrant. Ils feront 5,5, 6% de croissance. Et donc peut-être 7 à l'arrivée, alors. Non, mais enfin, j'en sais rien. 7, ça me semble beaucoup. Après, s'ils font 7, ça change aussi l'équilibre de toute la planète, puisqu'il y a un effet d'entraînement sur toute la zone asiatique et forcément sur le reste. Maintenant, la BCE, elle doit gérer... C'est pas tant les données au jour le jour, et je pense que la Fed, c'est un peu la même chose. C'est le stock de risque, on va dire, l'hiver, et ensuite la Chine. Quel sera l'impact sur les chiffres? Et ils restent dans une phase où ils ont un peu ce biais de confirmation, et où c'est, OK, les chiffres s'améliorent, tant mieux. Maintenant, n'attendez pas qu'on anticipe quoi que ce soit et qu'on fasse quelque chose, on va dire, de front-runner une action. Parce qu'on toujours on est passé de on ne montera plus jamais les taux à on ne baissera plus jamais les taux, quoi. Pour l'instant. Après, c'est le problème de s'être beaucoup trompé pendant très longtemps. Ouais. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, Christophe Barraud, Market Securities, et Valérie Gastaldi, Day by Day.